Celui qui méprise sa propre vie dispose de la tienne. Fin de citation. Cette sentence forte est signée de Sénèque, homme de lettres romain ayant vécu au 1er siècle de l'ère chrétienne. Qu'a-t-il voulu dire par là? Celui qui méprise sa propre vie dispose de la tienne. C'est juste l'impossibilité de faire fonctionner la dissuasion. Car très concrètement, l'individu qui veut arracher notre vie pourra d'autant plus facilement le faire qu'il n'accorde pas de valeur à la sienne, voire même qu'il souhaite mourir en nous envoyant ad patres. Car en effet, il ne craindra pas de rétorsion en menant sa funeste initiative. Le terme de terroriste n'est pas nouveau, il remonte au moins à la Révolution française par ailleurs. Maximilien de Robespierre, chef des Jacobins puis leader de la Convention et finalement du sinistre tribunal révolutionnaire, est lui-même qualifié de terroriste par ses adversaires. Lui-même et ses comparses extrémistes revendiqueront la terreur face à ceux qu'ils considèrent comme des ennemis de la Révolution, entre guillemets. Mais la première grande vague de terrorisme telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des actions violentes menées par des individus armés contre des civils et à des fins idéologiques ou religieuses, n'apparaît qu'au terme du XIXe siècle en Europe avec les anarchistes et autres nihilistes. Aristocrates, présidents, députés, mais aussi simples citoyens, mineurs de fonds et ouvriers, subissent alors les coups de feu et les bombes de Ravachol, Vaillant ou encore Caserio, pour ne parler que de la France. La Première Guerre mondiale mettra fin à cette vague de terreur noire. Puis dans les années 1960-70, avec les détournements et explosions d'avions par des activistes palestiniens d'une part, avec les attentats nationalistes et gauchistes commis en Italie, en Allemagne, au Japon et ailleurs d'autre part, on assiste à une deuxième vague de terrorisme, respectivement le fait des Brigades Rouges, de la bande Abadère et de l'armée rouge japonaise, tandis qu'en France, Action Directe n'agira que plus tard et de façon globalement moins meurtrière. Enfin, à partir des années 1990 et jusqu'à nos jours, c'est un terrorisme de nature religieuse, le djihadisme, qui sévit majoritairement, même si des actions nationalistes violentes subsistent localement. Non seulement en Occident, qu'on pense au 11 septembre bien sûr, mais dans une partie considérable du monde arabo-musulman, du Sahel au sud des Philippines et du Caucase à l'Afghanistan, en passant par le Maghreb, la Mésopotamie, le Pakistan ou encore le Sinaï égyptien. À présent, y a-t-il une définition unique du terrorisme? Non, mais quelle que soit celle qu'on privilégie, deux critères communs se dégagent systématiquement. D'abord, le terroriste recherche le plus de publicité possible à son crime, escomptant que ses ennemis, présents et à venir, soient subjugués et, dans le meilleur des cas, incités à surréagir en provoquant des dégâts humains tels que nombre de gens rejoindront justement le terroriste dans sa cause. Ensuite, et par conséquent, les terroristes recherchent toujours à tuer le plus possible. À force de rechercher les symboles, on en oublierait ce principe essentiel. Hélas, la France en sait quelque chose puisqu'elle fut et demeure visée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait. Ce vieux pays gallican, bouffeur d'ecclésiastiques, cette société des Lumières et des philosophes, cet État laïque et égalitaire, cette nation protégeant le droit des femmes à disposer de leur corps et de leur vie, cette France constitue décidément le contre-modèle absolu, l'ennemi intrinsèque que chantent allègrement toutes les cases détestées par tous les fanatiques de tout poil. Mais n'y a-t-il pas, au-delà des deux critères communs, des divergences conceptuelles? Si, bien sûr. Dans les pays du Sud, on se représente le terrorisme d'abord quant au contexte plus ou moins impérialiste qui prévaut. Autrement dit, si un groupe ou un individu frappe, on s'attachera à savoir si la cible, même civile, participe d'un projet de cette nature. Problème, on est toujours l'impérialiste d'un autre. Et la notion est tout de même très subjective. Au contraire, dans les pays du Nord, on admet l'acte terroriste et non résistant lorsque la cible est civile et dans l'incapacité de se défendre. Enfin, comment lutter contre le terrorisme tout en demeurant une démocratie? Là est la question cruciale, le défi même que nous pose ce fléau. Alors, quelle leçon pour le manager? Avant même que le fanatique se transforme en assassin, il convient d'y prendre garde. Le jusqu'au-boutisme et le dogmatisme, notamment à caractère religieux, sont toujours plus ou moins dangereux, voire socialement prohibés sous nos cieux laïques et républicains. Mais ce qui vaut dans l'espace public vaut aussi dans l'entreprise. Un comportement social et vestimentaire manifestement en contradiction avec l'esprit,
le cahier des charges, la tradition ou encore le règlement intérieur de l'établissement doit être écarté et, le cas échéant, sanctionné. Et contrairement à la crainte ambiante et à l'idée reçue, en France, les prud'hommes et autres tribunaux civils jugent et statuent de façon tout à fait juste sur ces questions-là, en particulier lorsqu'une forme de ségrégation à l'encontre des femmes est constatée. Comme l'aurait sûrement dit Sénèque, à Rome, fais comme les Romains.